On aurait cru à un scénario de film d'espionnage, et pourtant c'est bien réel. 700 soldats nord-coréens surarmés et entraînés pour la guerre ont débarqué au Burkina Faso. Pas pour distribuer des vivres ni installer des tentes de secours. Non. Leur rôle est clair, défendre Ibrahim Traoré comme s'il s'agissait d'un chef d'État en guerre. Mais alors que diable vient faire un régime aussi fermé, aussi coupé du monde dans les affaires internes d'un pays africain ? Pourquoi cette démonstration de force et pourquoi maintenant ? L'Afrique a l'habitude de voir débarquer des casques bleus, des militaires français ou des unités de l'OTAN. Mais là, ce sont des bottes nord-coréennes qui foulent la terre burkinabé. Jusqu'ici, cela relevait du fantasme. Aujourd'hui, c'est un fait. Oui, c'est officiel. Ouagadougou n'a pas cherché à nier l'évidence et a reconnu l'arrivée de 700 commandos d'élite venus tout droit de Pyongyang, équipés comme s'ils allaient monter au front demain matin. Inutile de chercher un badge humanitaire sur leurs uniformes. Ces hommes ne sont ni observateurs curieux, ni instructeurs bienveillants, et encore moins des bénévoles d'ONG. Non, ils fonctionnent comme une armée de l'ombre intégrée dans une opération de sécurisation millimétrée dont l'objectif premier est limpide, protéger Ibrahim Traoré, raffermir un pouvoir qui chancelle et réinstaurer une stabilité vacillante après des putschs ratés à répétition et des complots d'assassinat déjoués de justesse. Que la Russie joue les grands frères sur le continent africain, plus personne ne s'en étonne, surtout depuis que les hommes de Wagner ont pris le relais des troupes françaises au Mali ou en Centrafrique, mais voir débarquer la Corée du Nord. Là, c'est une autre histoire. On ne parle pas ici de rumeurs ni d'opérations clandestines, c'est du jamais vu, un tournant historique assumé au grand jour. Aucune tentative de démenti, aucun silence gêné. Pyongyang a pleinement validé l'information. Les médias officiels, aussi bien à Ouagadougou qu'à Pyongyang, ont relayé le message sans trembler. Les soldats nord-coréens sont bel et bien là. Officiellement, la feuille de route est claire comme de l'eau de roche. D'abord, il s'agit de mettre Traoré et ses piliers du pouvoir à l'abri de toute velléité d'élimination, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Ensuite, verrouiller les points névralgiques du pays, bases militaires, terminaux aériens, ministères, raffineries d'or et centres de communication sensibles. Enfin, transmettre aux troupes burkinabées le manuel de survie à la nord-coréenne, maîtrise de la guérilla art de la protection rapprochée, surveillance constante, infiltration discrète et surtout savoir flairer un coup d'État avant qu'il ne prenne forme. Une formation made in Pyongyang, éprouvée sous haute pression. Rien, absolument rien dans tout ça n'a été laissé au hasard. L'arrivée des unités nord-coréennes n'est pas le fruit d'un caprice de dernière minute, mais d'un engrenage minutieux, huilé par des semaines, voire des mois de négociations souterraines entre diplomates et stratèges. D'après plusieurs sources bien placées, des exercices conjoints avaient déjà eu lieu dans l'ombre. Les installations clés étaient prêtes à les accueillir et les têtes pensantes de Ouagadougou avaient été briefées bien avant que la moindre rumeur ne fuite. Oubliez l'improvisation, c'est un chef-d'œuvre de planification discrète. Ce qui intrigue maintenant, c'est ce qui a déclenché la mise en marche de ce plan ultra sécurisé. Car en coulisses à Ouagadougou, certains gradés murmurent qu'une vague de menaces sans précédent a brusquement visé Ibrahim Traoré. Rien qu'au cours du dernier semestre, les services de renseignement du pays, épaulés discrètement par Moscou, ont déjoué 2 tentatives de putsch de grande ampleur, intercepté des échanges cryptés entre agents étrangers et militaires, frondeurs, et neutralisé une opération armée visant à s'emparer d'un poste de commandement stratégique. On ne parle plus de tension, mais de tempête annoncée. Le message était « On ne peut plus clair, quelqu'un tapis dans l'ombre veut faire tomber Traoré ». Et plus ces tentatives échouent, plus celles qui suivent montent
d'un cran en brutalité, en audace, en désespoir. Après le dernier complot raté, Ouagadougou n'a pas perdu de temps. Les autorités ont discrètement appelé du renfort, mais pas n'importe lequel. La Russie était déjà sur le terrain actif et bien implantée. Mais il fallait un second rempart, une force capable d'intervenir là où les négociations n'ouvrent plus aucune porte dans les couloirs sombres du pouvoir, là où le silence vaut plus que 1000 traités. C'est à ce moment précis que la Corée du Nord a été invitée à entrer en scène. Petite parenthèse rapide, pensez à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait ici. On explore sans filtre les récits oubliés, les racines profondes et tout ce qui touche à l'identité noire, l'histoire et la résilience. Revenons à nos affaires. Car ce que la Corée du Nord a offert, ce n'était pas juste des soldats en uniforme. Non, Pyongyang a livré un pack complet, digne des meilleures agences de sécurité de l'ombre messagerie cryptée, système anti-espionnage dernier cri et une doctrine tactique forgée pour survivre là où les chefs d'État sont constamment dans le viseur. Du sur-mesure pour président en zone rouge. Pendant que la planète continue de réduire la Corée du Nord à ses lancements de missiles et à ses rodomontades nucléaires, un autre visage du régime bien plus redoutable s'installe discrètement ailleurs. Car derrière cette façade explosive se cache l'un des systèmes de sécurité intérieure les plus impitoyables et technologiquement verrouillés de la planète. Et devinez quoi ? Une bonne partie de cette machine de contrôle vient d'être exportée pièce par pièce au Burkina Faso. Les unités spéciales nord-coréennes, selon plusieurs fuites, auraient pris position dans des emplacements confidentiels entre les faubourgs de la capitale et les zones sensibles du nord, précisément là où les djihadistes rôdent et où les manœuvres subversives tentent d'empoisonner l'état de l'intérieur. Ils ne sont pas là pour faire tapisserie. Ces commandos nord-coréens collaboreraient étroitement avec la garde présidentielle burkinabé, fusionnant méthode asiatique et instinct local dans un ballet tactique millimétré. Leur mission : créer des unités d'élite d'une fiabilité à toute épreuve, capables d'intervenir en quelques secondes, de tester la loyauté au scalpel et de sécuriser les points névralgiques comme un coffre-fort de banque. Le potentiel est vertigineux. Car oui, c'est bien la première fois depuis des décennies que des soldats nord-coréens foulent officiellement le sol africain dans un rôle militaire direct. Et ce n'est pas un hasard si cela se produit au moment même où l'ossature sécuritaire occidentale s'effondre chassée sans ménagement du théâtre sahélien. La messe est dite, Paris a été poliment mais fermement poussé vers la sortie, et Washington commence à replier ses troupes en catimini. Quant à la CEDEAO, autrefois érigée en gardienne de la stabilité régionale, elle ne suscite plus que scepticisme et méfiance de la part de ses propres membres. Et dans ce grand vide laissé par l'Occident, la Russie s'est engouffrée, suivie sans fanfare par la Corée du Nord. Tandis que les puissances occidentales déroulent leurs discours enrobés de grandes valeurs démocratiques et de promesses de développement, Pyongyang a préféré la méthode expéditive, pas de bruit, pas de débat, juste de l'action. Rapide, discrète, tranchante. Et c'est peut-être précisément pour ça que Pyongyang a trouvé porte ouverte. Aucun blabla humanitaire, zéro ONG, pour distribuer des tracts, pas la moindre feuille de route démocratique imposée. Ce qu'elle a apporté, du concret. Des hommes entréillis, une fidélité sans condition et la capacité de stopper une menace avant même que la gâchette ne soit pressée. Rien d'enrobé, rien de diplomatique. Juste l'essentiel pour survivre. Mais cette présence, ce n'est plus seulement de l'étonnement que cette scène provoque, mais une avalanche de questions profondes. Qu'est-ce qui pousse un régime aussi reclus que celui de la Corée du Nord à s'exposer ainsi au risque de l'examen scrutateur de la planète entière
pour voler au secours d'un pouvoir transitoire africain, que cherche réellement Pyongyang, dans ce jeu à haut risque, et surtout que révèle ce geste dans le contexte d'un continent africain qui visiblement ferme de plus en plus la porte aux anciennes puissances coloniales. Dès l'instant où les Rangers nord-coréennes ont écrasé la poussière du Burkina Faso, une interrogation s'est imposée avec la force de l'évidence: pourquoi maintenant? Pourquoi 700 soldats d'élite, issus d'un État aussi verrouillé, aussi surveillé, ont-ils été envoyés défendre un chef militaire à des milliers de kilomètres de chez eux? Inutile de chercher un titre choc ou un scoop de dernière minute, Pyongyang n'en a que faire. Pyongyang n'en a que les projecteurs des médias occidentaux, elle les laisse volontiers à ceux qui en dépendent. Ce n'est ni une opération de paix, ni un élan altruiste, encore moins une mission humanitaire. Ce qui se joue ici relève d'un tout autre registre bien plus froid, bien plus risqué, une manœuvre tactique mûrement réfléchie, dictée par une logique de survie saisie d'opportunités et volonté implacable d'étendre son empreinte sur l'échiquier global. Regardons les choses sous l'angle qui intéresse vraiment Pyongyang, le terrain d'entraînement grandeur nature. Voilà des décennies que la Corée du Nord évolue en vase clos privé de théâtres d'opérations internationaux. Sa doctrine militaire, bien huilée sur le papier, repose davantage sur des manuels des simulations et des parades millimétrées que sur des batailles concrètes menées à l'étranger. Et soudain, le Burkina Faso ouvre une porte inespérée, un terrain de conflit réel, loin de l'Asie, où rien n'est stable, où la guérilla surgit sans prévenir, où les putschs sourdissent dans le silence, et où l'urbain se mélange à la savane. Pour Pyongyang, c'est un laboratoire vivant aussi chaotique que précieux. En s'infiltrant au Burkina Faso avec ses unités d'élite, Pyongyang ne fait pas que montrer les muscles, elle transforme le pays en terrain d'essai grandeur nature pour sa guerre de l'ombre. Ici, tout est passé au crible efficacité des systèmes de surveillance, réaction en situation de stress intense, solidité des protocoles d'intervention spéciale. Fini la théorie en circuit fermé. Place à la donnée brute, au chaos réel au terrain, où l'on apprend à protéger un chef encerclé par la menace à chaque seconde. C'est l'arène idéale pour roder une doctrine asymétrique taillée pour ceux qui gouvernent sous tension permanente. Ce déploiement dépasse largement la simple logique militaire. C'est aussi, et peut-être surtout, une déclaration politique. Pour Pyongyang, Traoré n'est pas un client comme les autres, mais un miroir fidèle de ses propres valeurs, rejet de l'impérialisme, souveraineté militaire assumée et mépris affiché pour les tutelles occidentales. Pas de courbette devant le FMI, aucune apparition à Bruxelles pour vanter la démocratie façon OTAN et zéro transmission de dossiers sensibles aux grandes capitales occidentales. Lui, il ferme les portes, il renvoie les soldats étrangers à la frontière, il regarde la CEDEAO dans les yeux et dit non. Non à l'ingérence, non à la soumission. Et ça, Pyongyang applaudit debout. Des leaders comme Traoré, capables de tenir debout sans appui occidental, sont devenus une espèce en voie d'extinction dans le sud global. Et c'est justement ce qui le rend si précieux aux yeux de Pyongyang. En le soutenant, le régime de Kim Jong-un ne se contente pas de signer une alliance militaire. Il envoie un signal fort à tous ceux qui refusent de plier l'échine. Nous sommes là aux côtés des insoumis. L'opération est idéologique, bien sûr, mais également d'une finesse stratégique remarquable. Car tandis que les puissances occidentales lâchent prise en Afrique la Corée du Nord, y voient un créneau à saisir, un point d'ancrage durable dans un continent longtemps verrouillé. Et ce pied-à-terre, ce n'est pas seulement symbolique, c'est une clé vers des ressources massives, or, scintillant, uranium stratégique, terres rares, précieuses, sans oublier les chaînes agricoles vitales pour les équilibres futurs. Selon des fuites diplomatiques bien placées,
Ouagadougou et Pyongyang auraient déjà mis en marche une mécanique discrète mais redoutablement efficace, des négociations sur des échanges d'armes et de technologies reposant non pas sur des virements bancaires, mais sur du troc pur et simple. En contournant les circuits financiers internationaux comme le système SWIFT et les contrôles imposés par les grandes places bancaires, ils tracent ensemble une nouvelle route commerciale sans feu vert de Washington, sans tampon de Bruxelles, sans le moindre regard de la Banque mondiale. Une trajectoire qui colle parfaitement avec la nouvelle ligne stratégique nord-coréenne, celle que les experts nomment désormais l'ouverture vers le sud. Pour Pyongyang, s'acharner à fissurer les blocs occidentaux en Asie, c'est courir après une chimère. Mais l'Afrique, elle offre un tout autre décor, un échiquier où l'ancien ordre néocolonial s'effondre, à vue d'œil créant un vide aussi risqué que prometteur. Et dans ce chaos émergent, la Corée du Nord ne voit pas un danger, elle y décèle une opportunité historique d'imprimer sa marque. Le Burkina Faso-Tché n'est que la porte d'entrée, pas la destination finale. Dès 2023, Pyongyang reprenait sans tambour ni trompette ses relations avec la Guinée-Bissau et la Centrafrique. Dans ses journaux d'État, on acclame le Mali et le Niger pour leur bras d'honneur à l'ingérence occidentale. À New York, ces diplomates tissent d'ores des liens avec les blocs africains non alignés, proposant des dispositifs de sécurité à bas coût et des accords de défense mutuelle en coulisses. Une géopolitique de l'ombre, mais redoutablement efficace. Alors non, l'arrivée de ces 700 soldats nord-coréens à Ouagadougou n'a rien eu d'un coup de tête improvisé. C'était le fruit mûr d'une stratégie pensée en plusieurs temps dont l'objectif final est limpide, planter solidement le drapeau de Pyongyang sur la carte géopolitique africaine en s'alliant aux régimes qui refusent de courber l'échine. Et ce que la Corée du Nord en tire n'est pas qu'une poignée de contrats ou quelques caisses de minerais. Non, c'est bien plus précieux, une reconnaissance politique. À chaque fois qu'un État africain serre la main d'un militaire nord-coréen, c'est un peu du mythe de l'isolement de Pyongyang qui s'effrite. À chaque fois qu'un général étranger remercie un instructeur venu du Nord, c'est un message qui résonne dans les capitales du Sud. Vous pouvez vous défendre sans l'aide de l'Occident. C'est du soft power, oui, mais avec des bottes bien cirées et des regards déterminés. Mais le véritable jackpot pour Pyongyang ne se trouve peut-être pas dans les contrats ou les alliances, il se niche dans l'invisible, l'indétectable. Car depuis que le Burkina Faso a claqué la porte à la France et tourné le dos à la CEDEAO, le pays s'est mué en zone grise stratégique. Un sanctuaire discret où la Corée du Nord peut installer ses unités, sans avoir à se soucier des drones américains ou des radars diplomatiques occidentaux. Tandis que chaque mètre carré du territoire nord-coréen est passé au peigne fin par les satellites de la NSA Ouagadougou, devient une zone d'ombre précieuse. Un espace où l'on peut tester des manœuvres, affiner des doctrines échangées du renseignement, et surtout tout cela loin du regard de Washington. L'intouchable, c'est parfois le plus précieux. Et Traoré, lui, n'y perd pas au change. Ce qu'il gagne, rien de moins que sa propre survie politique. Désormais, il ne repose plus uniquement sur sa garde rapprochée burkinabé. Il est encerclé d'un rempart venu du nord, implacable, silencieux, qui n'attend ni permission ni consensus international pour frapper. Ceux qui voudraient l'écarter devront affronter bien plus qu'un jeune officier africain. Ils se heurteront à une alliance qui ne tremble pas, ne négocie pas et ne demande jamais pardon. Oui, la Corée du Nord a mis les pieds sur un continent où elle n'avait depuis des décennies laissé aucune empreinte. Mais ce n'était pas un coup de poker. C'était une percée méthodique dans la dernière zone du monde où le jeu des puissances est encore fluide, un terrain brut où tout reste à conquérir. Quand les bottes nord-coréennes ont foulé le sol du Burkina Faso, ce n'était pas pour faire le planton devant des portails dorés, ni pour tourner en rond
autour des palais présidentiels. Non, leur mission, aller bien plus loin, participer à la renaissance d'un véritable rempart national pensé pour tenir tête à l'infiltration, déjouer la subversion et démasquer la trahison avant qu'elle ne frappe. Là où certains n'y voient qu'une simple opération sécuritaire, ils passent à côté de l'essentiel. Car ce déploiement n'est pas un aboutissement. C'est le premier chapitre d'un bouleversement bien plus vaste. Croire qu'un soutien venu de l'étranger suffit à garantir la sécurité d'un homme comme Traoré, c'est méconnaître les dangers qui le guettent, à l'extérieur, certes, mais aussi dans ses propres rangs. Se sentir protégé n'est pas gouverner. Et rester en vie n'a pas de sens si l'on continue de s'appuyer sur le même appareil défaillant qui vous exposait hier. Voilà le vrai chantier en cours au Burkina Faso, un bouleversement en profondeur provoqué par l'arrivée des commandos nord-coréens qui agit comme un électrochoc. Jamais dans l'histoire moderne du pays, on n'avait vu une telle remise à zéro de l'armée et des services de renseignement. Traoré ne se contente pas de rafistoler un vieux système percé de toutes parts, il le reconstruit depuis les fondations. Car il a parfaitement identifié les failles du passé, une armée éclatée des fidélités en miettes, des chaînes de commandement inféodées à l'étranger, et des services de renseignement plus doués pour disparaître que pour prévenir. Cette clairvoyance brutale, il la transforme en plan d'action. Ce qui naît aujourd'hui, c'est une architecture de défense nouvelle génération centrée sur la loyauté nationale, l'indépendance tactique et une vigilance sans relâche. Fini le bricolage, place à la structure. L'AMU s'est opéré dans un silence chirurgical. Pas de grande purge médiatisée, pas de scandale de couloir. Juste une série de déplacements méthodiques, presque invisibles. Les postes stratégiques ont été redistribués et les profils douteux doucement mis en retraite ou réaffectés ailleurs. Une opération d'assainissement menée au scalpel, appuyée par les experts nord-coréens, combinant tests de loyauté et contre-espionnage poussé. L'objectif ? Éliminer toute taupe potentielle au sein du cercle rapproché de Traoré, s'assurer qu'aucune allégeance étrangère ne vienne miner la forteresse de l'intérieur. Puis est venue la métamorphose de la garde présidentielle, finie la simple escorte d'apparat. Désormais, ces hommes incarnent la dernière ligne de défense de l'État, expert en verrouillage d'urgence, maître dans l'art de la communication cryptée sur zone et véritable chasseur d'opposants tapis dans l'ombre. Leur entraînement dépasse largement les standards militaires classiques. Ils s'inspirent directement des unités spéciales de Pyongyang, où chaque geste est codé, chaque pensée calibrée, et chaque mission enveloppée dans des couches de secrets, d'endoctrinement rigoureux et d'une discipline quasi monastique. Vint enfin le chantier le plus sensible, la refonte totale du renseignement intérieur. Pendant des années, ce service n'avait été qu'un appendice poli des chancelleries étrangères, un tuyau discret pour acheminer l'information. Ailleurs. Les rapports tamponnés, filtrés parfois même édulcorés, avant d'atterrir, si tout allait bien, sur le bureau du président. Mais cette époque appartient désormais aux archives. Sous l'ère Traoré, c'est un tout nouveau système de veille et d'alerte qui voit le jour. Non pas pour rendre des comptes à l'international, mais pour protéger le cœur de l'État contre les sabotages intérieurs et les trahisons silencieuses. Un haut gradé l'a dit sans langue de bois. Avant, on nous apprenait à espionner pour les autres. Désormais, c'est notre pays que l'on surveille. La nouvelle ligne directrice ne laisse plus de place aux floues priorités absolues, à l'examen minutieux des loyautés à la traque des infiltrations locales et à l'éradication préventive des foyers de subversion. Les agents ne sont plus de simples exécutants. Ils sont formés à réfléchir comme analystes, agir comme saboteurs et neutraliser une menace avant même qu'elle ne cligne des yeux. Et ce processus ne s'arrête pas à la capitale. Dans les zones les plus sensibles, là où les insurrections couvent et où les réseaux paramilitaires s'enracinent
Une nouvelle architecture sécuritaire émerge, des structures parallèles sont discrètement installées et des lignes de communication directes entre le sommet de l'État et les commandants de terrain contournent les vieux circuits bureaucratiques jadis manipulés par des intérêts extérieurs. Désormais, les décisions stratégiques descendent sans filtre. Et les réponses, elles remontent sans détour. Ce système a deux visages, l'un exposé à la lumière, l'autre tapi dans l'ombre, puise directement son inspiration dans l'architecture défensive nord-coréenne. Les canaux officiels y sont là pour la forme. Le vrai pouvoir lui circule dans des réseaux fondés sur la loyauté personnelle, soudés par une discipline interne aussi rigide qu'imperméable. Traoré ne joue pas au clone de Kim Jong-un, il pioche dans ce qui fonctionne, le teinte de culture panafricaine et l'ancre dans un contexte local longtemps corseté par des modèles de sécurité importés. Résultat, les tentatives d'infiltration se sont raréfiées. Des menaces internes ont été désamorcées avant même d'avoir le temps d'éclore. Le moral des soldats, autrefois fragilisé par des allégeances douteuses, se reconstruit autour d'une chaîne de commandement limpide qui ne répond ni à Bruxelles ni à Paris, mais bien à Ouagadougou. Et cette doctrine de résilience ne s'arrête pas aux frontières. Elle s'infiltre doucement au sein de l'Alliance des États du Sahel. Des réunions confidentielles ont déjà eu lieu avec le Mali et le Niger, deux pays aux failles similaires, pour transmettre cette nouvelle grammaire sécuritaire. Il ne s'agit pas ici de calquer le modèle nord-coréen à la lettre, mais d'en extraire la substantifique moelle, comment bâtir une autonomie véritable et un bouclier sécuritaire national, puis l'adapter aux réalités brûlantes du Sahel. L'idée n'est pas de devenir une réplique de Pyongyang, mais de devenir ce que l'Afrique n'a jamais eu le droit d'être souveraine protégée et hors d'atteinte des marionnettistes en costume-cravate. Traoré, lui, n'est pas naïf. Il sait que les dangers ne s'éteignent jamais complètement. Il sait qu'un coup d'État ne porte pas toujours d'uniforme et qu'une trahison peut surgir sans un seul coup de feu. C'est pourquoi il ne se contente pas de réagir, il bâtit une machine capable de prévenir, de désamorcer et d'éteindre la menace avant qu'elle ne prenne forme. Et ce changement de paradigme bouleverse tout, car avec Pyongyang et Moscou désormais dans le jeu activement engagés à défendre les dirigeants africains, c'est un nouveau pôle de puissance qui se dessine. Lorsqu'un État survit à des tentatives d'assassinat, désosse des complots, chasse les soldats occidentaux et rebâtit son intelligence nationale main dans la main avec des nations elles-mêmes sous embargo, alors il ne s'agit plus de simples ajustements internes, c'est une redéfinition du pouvoir à l'échelle globale. Le Burkina Faso ne se contente plus de tenir la ligne, il redessine la carte du pouvoir mondial. Ce pays autrefois, relégué aux marges des débats stratégiques, devient aujourd'hui le centre de gravité d'un basculement tectonique. La refonte radicale de ces structures militaires orchestrées par Traoré, huilées par Pyongyang et blindées par les spetsnaz russes dépasse largement la simple protection d'un dirigeant. Ce que l'on observe ici, c'est l'émergence d'un schéma d'alliance totalement inédit sur le continent, un schéma sans laisse ni muselière occidentale, offrant enfin une option viable aux nations africaines lassées de jouer les figurants. Fini les leçons de morale, les traités piégés et les contrats léonins, place à une nouvelle ère où les répliques sismiques sont politiques, militaires et irréversibles. Quand Moscou et Pyongyang déploient des commandos, non des ambassadeurs, pour soutenir un régime sahélien, ce n'est plus du symbolique, c'est du concret. Ce nouvel axe ne brandit pas une idéologie, il manie l'art brut de la survie. Il s'installe là où l'ordre ancien vacille, prêt à le remplacer. Résistance puis substitution, voilà la formule. Et elle fait trembler bien au-delà du Sahel. Fini le temps où des pays comme le Burkina Faso se contentaient de dire non à l'ingérence occidentale. Aujourd'hui, ils arrachent sur les câbles des anciennes puissances pour installer leur propre réseau,
renseignement, chaîne de commandement, diplomatie, économie, tout est en train d'être réécrit. Et cette fois, pas question de se faire dicter des principes depuis une capitale étrangère. Ce qui prime ici, c'est l'intérêt partagé, pas une morale à sens unique. La Russie, en échange, gagne une position stratégique en plein cœur du continent, sécurise une loyauté politique sans condition et encadre ses deals avec la solidité de l'or. Quant à la Corée du Nord, elle ne se contente plus de rumeurs et de soupçons, elle s'installe, elle forme, elle infiltre. En retour, une reconnaissance internationale qui grimpe et un pied-à-terre inédit pour tisser sa toile sur le sol africain. Résultat, ce ne sont plus des alliances, mais des pactes de transformation. Ce que l'Occident n'a jamais su offrir d'autres puissances, le livre désormais sans détour, un appui total sans sermon ni condition. Le Burkina Faso ne fait plus figure d'exception. Le Mali et le Niger, membres de l'AES, emboîtent le pas avec assurance. À Bamako, des dispositifs de sécurité sont désormais co-gérés avec Moscou, pendant que des algorithmes de surveillance électronique empruntés à Pyongyang sont mis en œuvre. À Niamey, on pense déjà au troc d'armes contre du lithium, sans passer par les banques de Londres ou de Paris. Ici, il ne s'agit plus de réaction, mais de planification. L'AES ne défend plus seulement des frontières, elle dessine les contours d'un nouveau monde. Et sur ce continent aux 1000 cicatrices d'autres capitales écoutent, Conakry, N'Djamena, Khartoum. Même les régimes les plus instables posent aujourd'hui une question qui hier encore semblait impensable. Et si la CEDEAO ne servait plus à rien? Et si le FMI était devenu obsolète? Et si notre salut passait par nous-mêmes? Là, c'est l'alarme générale dans les capitales occidentales. Non pas à cause des coups d'État. Ils s'en sont toujours accommodés pourvu qu'ils soient bien étiquetés. Non, ce qui les terrifie vraiment, c'est l'idée de ne plus être au centre du jeu. Car si le Burkina Faso peut garantir sa souveraineté avec l'aide de Moscou ou de Téhéran, au lieu de tendre la main à Paris ou Bruxelles, alors tout le château de cartes de l'influence occidentale en Afrique s'écroule, plus de gouvernance par télécommande, plus de pseudo-aides enchaînées, à des conditions absurdes, et surtout terminer le théâtre démocratique où les marionnettistes tirent les ficelles sous couvert de liberté. À la place, un vieux continent qu'on croyait fracturé à jamais redécouvre une unité forgée non pas sur des lignes imaginaires tracées lors de conférences coloniales, mais sur une volonté commune, celle de se protéger, de s'émanciper et de dire non ensemble. Et ce n'est que le début. Car cette vague ne s'arrête pas aux rivages africains. De Caracas à Téhéran en passant par certaines capitales d'Asie du Sud-Est, on suit attentivement la musique. Et devinez quoi? Beaucoup y entendent l'air d'une revanche longtemps attendue, celle d'un monde qui n'a plus besoin d'attendre l'aval de Washington, ni de faire la cour aux bastions européens, et encore moins de se plier aux diktats d'institutions fabriquées pour servir une minorité et faire taire la majorité. Ce que le Burkina Faso est en train de graver dans la roche, épaulé par la Russie et la Corée du Nord, ce n'est pas juste une manœuvre géopolitique. C'est l'invention d'une nouvelle grammaire du pouvoir. Une grammaire qui dit sans détour « On n'a plus besoin de vous, les maîtres du monde, ni pour survivre, ni pour avancer. Et s'il le faut, on survivra à votre effondrement. » Ce message-là se propage comme une onde de choc à travers tout le continent africain. Et le plus ironique, l'Occident reste muet. Pas parce qu'il refuse de répondre, mais parce que on ne lui a même pas laissé l'invitation. Cette fois, il est juste ignoré. Et c'est précisément là que les 700 commandos nord-coréens prennent tout leur sens, pas pour le style martial ou la discipline à la Kim Jong-un, mais pour le symbole qu'ils incarnent. Le rideau est tombé sur l'exclusivité sécuritaire de l'Occident en Afrique. Un nouvel ordre prend forme lentement,
mais sûrement forgé dans les braises de la rupture et façonné par des alliances que personne n'avait vu venir. Le Burkina n'est plus un cas isolé, c'est devenu la matrice d'un renversement mondial. Alors la vraie question, c'est la riposte occidentale viendra-t-elle de la peur ou de l'orgueil blessé? Et surtout, à quoi doit-on s'attendre dans les mois à venir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Traoré tiendra le cap ou s'effondrera sous les coups? Si vous voulez qu'on continue à décrypter ce genre de sujet brûlant, abonnez-vous et activez cette fameuse petite cloche.